Bienvenue dans le balado Autour du fleuve. Mon nom est Julie. Il y a quelques années, j'ai changé de métier pour devenir capitaine de bateau d'observation des baleines sur le fleuve Saint-Laurent. J'ai découvert un écosystème naturel fascinant, mais j'ai aussi découvert l'écosystème des gens du fleuve, celles et ceux qui y sont profondément attachés et qui ont des histoires captivantes à raconter. J'ai eu envie de créer un espace où déposer tous ces récits de passionnés. Le podcast Autour du fleuve était né. Avec mon ami Simon, lui aussi capitaine de bateau et cofondateur de la compagnie de croisière aux baleines du fleuve, on s'est assis avec des passionnés du Saint-Laurent et on les a écoutés nous raconter leurs histoires, leur amour pour le fleuve. Ce podcast est une invitation à connaître, à aimer et à protéger ce fleuve qui nous traverse, nous imprègne et nous relie. Présenté par Tourisme Côte-Nord et du fleuve, bonne écoute! Pour ce dernier épisode de la première saison du balado, on avait envie de laisser les histoires venir à nous, alors on s'est inspiré du concept des micros ouverts. On s'est installé à la microbrasserie de Tadoussac et on a invité les gens du coin à venir nous raconter leurs souvenirs et leurs anecdotes en lien avec le fleuve. Honnêtement, on ne s'attendait pas à la vague d'amour qui allait déferler dans notre micro. Avant de vous laisser écouter tout ça, je dois vous avertir. Si vous n'habitez pas déjà au bord du fleuve, cet épisode pourrait bien vous donner une furieuse envie de déménager. Vous êtes prévenus. Je m'appelle Myriam Sénéchal, tadoussacienne d'adoption. Je suis à Tadoussac maintenant depuis 3 ans à temps plein et depuis 8 ans à temps partiel. Je suis directrice du Festival de la chanson de Tadoussac du 11 au 14 juin 2026. Venez tout le monde, c'est extraordinaire comme festival. On est très content que tu sois là, Myriam. On est vraiment contente d'être là, merci. Alors, qu'est-ce que tu viens nous raconter, Myriam? Mais en fait, moi, ce que je vous raconte, c'est pas vraiment une anecdote. C'est plutôt comme un ressenti ou une vision par rapport au fleuve, si je peux dire. Parce que moi, j'ai grandi en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent. Donc, le fleuve était omniprésent dans mon enfance. On a quitté le Bas-Saint-Laurent quand j'avais 12 ans pour Trois-Rivières. Et avant 12 ans, je vous jure, j'avais jamais vu un endroit où il n'y avait pas le fleuve qui était omniprésent. Fait que pour moi, il y avait, par exemple, à Rimouski, il y a la ville, puis l'autre côté, il y a le fleuve. On voit l'horizon avec tout ce qui entoure le fleuve, les baleines, les marées basses, les marées hautes, les odeurs. Et quand je suis arrivée à Trois-Rivières, j'étais complètement désorientée parce qu'il n'y avait pas de fleuve. Il y en a un, mais il est vraiment petit. Puis, on ne voit pas justement cet horizon-là. On voit pas l'autre côté. On le voit l'autre côté du fleuve vraiment bien, mais pas avec la même poésie qu'à Rimouski, par exemple. Donc, voilà. Avant 12 ans, je ne savais pas que le fleuve n'était pas partout au Québec. Et là, il est partout dans ta vie? Oui, maintenant que je suis revenue en région à Tadoussac, je peux le voir chaque matin. C'est un peu le même feeling que je retrouve de quand on habitait à Chandler, en Gaspésie ou à Rimouski, au Bas-Saint-Laurent. Ouais. Donc, tu es un peu de retour à la maison, dans le fond, au bord du fleuve. Exactement. Puis pour moi, il y a des gens qui ont un attachement particulier à la montagne, à la forêt, à l'odeur des sapins. Mais moi, c'est vraiment le fleuve. Je me verrais mal faire ma vie loin du fleuve. Il y a plein d'autres belles régions au Québec, mais d'avoir cette proximité-là au fleuve, c'est full important, puis je me vois pas partir loin de ça. C'est quoi l'aspect du fleuve qui est le plus important pour toi? Bien, c'est l'horizon, je pense, en fait. Puis c'est pour ça que je comprends qu'il y a un fleuve aussi là, à Québec, Lévis, à Montréal, c'est le même, d'ailleurs. C'est le même fleuve qui continue. J'ai compris à peu près à 13 ans. Là. Ça m'a pris un petit peu de temps. Mais il n'y a pas cet horizon-là qu'on retrouve quand on est en ville. Puis c'est vraiment l'horizon d'ici, de voir les baleines ici. On est chanceux, on les voit, les oiseaux. Puis les odeurs aussi particulières qui se rattachent au fleuve. C'est vrai que ça, on le voit peut-être plus, on le ressent peut-être plus au Bas-Saint-Laurent. J'ai l'impression que si on pense au Bic ou qu'il y a des marées infinies avec ces odeurs vraiment particulières-là qui sont le fun. Puis aussi la luminosité qui change à chaque jour, à chaque saison. Incroyable. Ouais. Magnifique. Je partage ton amour pour je suis contente. Ce fleuve. Si tu avais un mot pour décrire ce magnifique fleuve, ce serait quoi? On dirait on dirait que ça sonne péjoratif, mais j'aurais dit instable. Mais c'est pas nécessairement qu'il je vois ce que tu dis. Il est pas... il est changeant. Changeant, en fait. voilà. Mais différent. Surprenant. Jamais pareil. C'est ça. Plein de surprises. Surprenant. Merci, Myriam. Merci à vous.
Je m'appelle Simon Palmer. Ça fait 4 ans maintenant, bientôt 5 que je suis sur la Côte-Nord. Puis je vais entamer ma 4e année sur le fleuve, 3e année comme capitaine. Ben voilà. Comme capitaine de croisière aux baleines, chez Croisière Escoumont. Tu sais, moi, la passion pour les animaux est venue des documentaires. J'ai reçu, j'avais 12-13 ans, mettons, un coffret VHS de Blue Planet avec la narration de David Attenborough. Le grand David Attenborough. On l'aime. Puis, dans ça, il présentait, entre autres, la baleine bleue. Puis, j'avais mis ça dans mon bucket list dans ma vie d'un jour voir une baleine bleue. Puis, encore une fois, première année, je suis comme guide naturaliste. Dans ce temps-là, il y avait un banc au bout du bateau dans lequel j'avais ma place. Puis là, je parle avec mon monde, puis on suit une baleine à bosse qui était très, très stable au niveau de ses sorties. C'était à 8 minutes à chaque fois de plongée. Puis là, 8 minutes devient 10, qui devient 12, qui devient 14. Ça Puis là, on devient long. se dit, OK, là, cette plongée-là commence à être plus longue que la normale. Il se passe définitivement quelque chose. On se met à la chercher. Là, on approche les 16 minutes, ce qui est pas mal. On est pas mal dans les maximums là, pour une baleine à bosse. Puis là, on se demande qu'est-ce qui se passe. Et là, à, mettons, quinzaine de mètres derrière nous, alors qu'il n'y avait eu aucune mention de ça dans la journée, un souffle énorme. C'était une bleue qui a décidé de se présenter le nez. Derrière moi, j'ai levé d'à peu près 1 mètre de haut en me levant sur mon bateau. Et là, j'avais des anglophones, des francophones et des hispanophones à la maison, dans le bateau. La maison. C'est la maison, dans le fond. Mais ouais. Et pour une raison que j'ignore, je suis tombé en mode annonceur de boxe ou de gala de lutte, je ne sais trop. Là. Et tout ce qui a été capable de sortir, parce que j'étais tellement excité et émotif, c'est, mesdames et messieurs, la baleine bleue de Blue Whale, la baleine à Soul, mais en hurlant le plus fort que je pouvais. Je suis retombé assis dans mon siège. Il y a eu un petit moment de capitaine qui sort de la cabine. « Ça va-tu, Simon? »« Ah, ça va aller, là. » Finalement, c'est lui qui a présenté la baleine. Moi, je reprenais mon souffle. Mais ouais, ça a été toute une première rencontre avec la bleue là, qui est venue plonger à proximité du bateau. Une rencontre fortuite. Incroyable. C'est très, très rare. Moments, Là, ça, c'était, fou, hein. c'était magique Des belles comme moment. surprises de même. Là, Non, vraiment, c'est... Quand on s'y attend pas en plus, là. Puis que... c'est magnifique. J'avais jamais vu ça. Tu sais pas à quoi t'attendre en termes de grosseur, en termes de longueur. En mais termes le de son aussi, ouais. C'est ça, exact. Le son du souffle là, qui retentit. Déjà, une bosse à proximité, c'est impressionnant, le son des souffles. Mais quand tu entends ta première bleue, tu réalises à quel point c'est immense. Là, ouais, c'est incroyable. Moi, je vais parler aussi de ma première fois. C'est à mon tour de raconter une histoire. Là. Je vais parler de la première fois que j'ai rencontré un Simon Palmer. La première fois que je l'ai rencontré, c'était en 2021, quand Simon il venait d'arriver sur la Côte-Nord. Puis, il était venu... Moi, dans ce temps-là, je travaillais pour une compagnie qui partait de Tadoussac autrement. Puis Simon était embarqué comme passager. Mais dans ce temps-là, en 2021, c'est l'année de toutes les légendes, là. C'était fou, il y avait tellement de baleines, c'est la folie furieuse. Puis Simon était embarqué sur le bateau. Puis ensemble, lui était passager, moi le capitaine du bateau, il y avait un rorqual commun qui s'était mis à sauter dans les airs. Un rorqual commun, la 2e plus grosse baleine au monde, là, 20 ça saute mètres jamais, de long. là, Ça saute très, très, très rarement. Puis Simon était sur le bateau, on a vu ça ensemble. Le commun qui avait sauté, 5 fois, genre, 5-6 fois de suite. Ouais. Mais comme un serpent, là. C'était comme un dragon qui sortait de l'eau. Puis toi, t'avais réussi à prendre une vidéo. Moi, j'ai réussi à le filmer. Tu m'avais envoyé une vidéo que j'avais mis sur Facebook après. Mais c'était fou, là. Ça, c'était un autre moment d'hystérie complet, là. Puis il était pas... Au début, en plus, quand le rorqual, le commun, il avait commencé à sauter à côté du bateau, il était pas si loin que ça, là. On le voyait très, très bien, là. C'est ça qui était fou. Puis plusieurs fois, puis finalement, tu avais pris la dernière fois qu'il avait sauté, qui était un peu plus loin. Mais ça, c'est des genres de moments que tu n'es même pas capable d'expliquer. Tu sais, aux gens, là, ils sont comme « Ah, wow! » Puis t'es comme « Non, mais pas juste wow! » Wow, wow, wow! C'est fou, c'est tellement malade. Ah ouais. Toute une expérience. Si tu avais un mot, Simon, pour décrire le fleuve, ce serait quoi?
passion. Passion. Merci Simon d'être venu derrière notre micro. Avec grand plaisir. Merci Simon. Mon nom, c'est Samuel Bello. Je travaille à microbrasserie, mais j'ai déjà travaillé pour les sites de Parc Canada dans le temps pour Expo Nature. J'ai travaillé aussi à l'Observatoire d'Oiseaux de Tadoussac. Fait que j'ai passé quand même beaucoup de temps sur le bord du Saint-Laurent. On a la chance, quand on travaille dans le domaine puis qu'on est sur ces sites-là, de faire des rencontres extraordinaires, pas juste avec les animaux, mais aussi avec les gens. Puis des fois, on va se faire des soirées. Puis la bioluminescence, c'est un des phénomènes qui est vraiment intéressant à montrer aux gens durant l'été, quand on peut aller marcher sur la plage en marée basse puis voir la bioluminescence qui est restée sur le sable. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la bioluminescence? La bioluminescence, c'est des planctons, surtout des zooplanctons, qui vont produire de la lumière la nuit, un peu comme les lucioles. Okay. Puis ça va servir soit à éloigner des prédateurs ou encore attirer des congénères pour pouvoir flicoter un peu. C'est ça. Puis il y a des périodes où on appelle ça des blooms. Il va y avoir des grosses poussées de bioluminescence. Puis il y a une fois qu'on était à Mère-et-Monde pour une soirée. Mère-et-Monde, c'est un camping situé juste au bord du fleuve, au Bergeronne. Puis, il y avait la bioluminescence. La vague qui venait frapper sur le bord de l'eau était bioluminescente. C'est une des rares fois que j'ai vu autant de bioluminescence. Puis là, on jouait dans l'eau à brasser ça. Puis à un moment donné, il est arrivé une observation, on ne s'attendait pas à ça, là, mais il y a une grosse masse qui est passée le long de la côte. Parce que sur le bord du Saint-Laurent, à Mère-et-Monde, c'est la falaise. Donc, les baleines peuvent passer très proche si vous allez faire du camping là, si vous allez voir. Et on a eu une grosse masse qui a passé. C'est un petit rorcal, tu sais. Mais il n'a pas passé en surface. On l'a vu sous l'eau se déplacer. Juste une grosse masse de bioluminescence. C'était hallucinant. C'est une de mes plus belles expériences de bioluminescence que j'ai. C'est sûr. La bioluminescence, je trouve que c'est un sujet qu'on parle pas assez. Là. On ne réalise pas à quel point c'est beau. Là. Moi, en voilier, un moment donné, j'étais allé la nuit à moteur, là, puis il y avait des marsouins qui tournaient autour du bateau, là, mais on les voyait tout. C'est comme des étoiles filantes là, qui passaient là, à côté du bateau. Des petites torpilles lumineuses. Ouais. C'est fou, là. C'est impressionnant. Là. Si tu avais un mot pour décrire le fleuve, ce serait quoi? Grandiose. Grandiose et diversité. La biodiversité qu'il y a ici est extraordinaire. J'ai regardé beaucoup d'endroits, là, puis il n'y a pas beaucoup d'endroits sur la planète où ce que les baleines bleues quittent l'océan pour faire 1000 km à l'intérieur des terres. Et on a la chance d'avoir toute la diversité qui va venir avec. Si on plonge aux Escoumins, il y a des étoiles de mer, des anémones, etc. Puis en plus, sur la Terre, moi, je travaille avec les oiseaux. Il y a une concentration d'oiseaux. Donc, on a ici, à la tête du chenal laurentien, un écosystème qui nourrit toute l'Atlantique jusqu'en Europe. Là. Fait que c'est vraiment très grandiose et beaucoup de biodiversité. Je suis très d'accord. Merci Sam. Salut bien, merci. Je m'appelle Véronique de la Chenelière et je suis gestionnaire de la conservation pour Parc Canada au parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. Je vous raconte aujourd'hui, j'appellerais ça un coup de foudre intergénérationnel. Donc, c'est mon premier contact avec la région, en fait. On est en 1989 et je fais un voyage en famille avec mes grands-parents qui viennent pour la première fois au Québec. Donc, mon grand-père était jamais venu au Québec, même si son fils y habitait depuis une vingtaine d'années. Donc, c'était vraiment un événement. On voulait leur faire découvrir toutes sortes d'aspects du Québec. Et mon grand-père, Hervé, était un navigateur passionné, amoureux des grands explorateurs, des vieux gréements aussi, donc ces vieux bateaux construits par les Bretons, etc. Et donc, une idée d'activité, ça a été de venir ici, tous en famille, pour faire un tour, une balade, une excursion avec la goélette Marie-Clarisse. Qui opérait dans ce temps-là. Oui, tu la connais aussi, Simon. Et donc, dans ce temps-là, c'était des trajets, des grandes sorties qui duraient plusieurs heures et où le GREM animait à bord et faisait de la recherche scientifique également. Le GREM, c'est le groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, basé à Tadoussac depuis 1985. Et là, j'ai vu mon grand-père
complètement transformé. Il n'arrêtait pas de répéter « C'est sensationnel! » Il regardait le bateau sous toutes ses coutures. On a croisé des belugas, même s'ils étaient loin. Il était complètement fasciné par ces animaux, évidemment, qu'il n'avait jamais vus de sa vie, mais dont il avait lu les récits dans les écrits de Jacques Cartier. Ah ouais. Et moi, je découvrais que c'était possible de vivre comme ça, de faire un métier, finalement, autour de la mer, du fleuve, du Saguenay, des baleines, des belugas. Pour moi, ça a été un choc incroyable. Et c'est ce jour-là que j'ai décidé que ça allait être mon parcours de vie. Wow. Et quelques années plus tard, j'entrais comme étudiante au GREM. Et puis, malgré toutes sortes d'aléas et d'aventures et d'aller-retour avec la région, mais me voilà de retour pour de bon avec cette grande passion pour contribuer à la protection de ce patrimoine extraordinaire. Et puis, je pense que chaque jour, je pense à mon grand-père quand je fais ce travail-là. Ben oui, c'est sûr. Ouais. Est-ce que comme lui, à chaque jour, tu dis que c'est sensationnel aussi? Toutes sortes d'adjectifs, mais oui, sensationnel, et ça revient souvent. Si tu avais un mot pour décrire le fleuve Saint-Laurent, ce serait quoi? Est-ce que je suis obligée de dire sensationnel? Non. T'es obligé. Amour. Ouais. C'est un grand amour. C'est l'amour de ma vie. Ouais. Non. Ouais. Amour partagé. Ouais, vraiment. Merci beaucoup. Merci, Véronique. Moi, c'est Fabienne. Je suis guide naturaliste à Bergeronne. Je travaille pour Explonature. Donc, c'est un organisme à but non lucratif qui met en valeur l'éducation et la découverte du milieu marin ici, aux Escoumins, à Bergeronne, à Tadoussac, donc dans l'estuaire du Saint-Laurent. Donc, ma job, c'est vraiment de travailler avec, oui, des visiteurs, des touristes, mais beaucoup des jeunes. Et mon histoire, bien, ça se passe avec des jeunes adolescents de Montréal qui ont fait la route jusqu'ici pour pouvoir venir expérimenter le milieu marin du Saint-Laurent. Des jeunes qui n'étaient jamais venus en Côte-Nord, des jeunes qui n'avaient jamais vu des baleines, qui ne savaient même pas qu'il y avait de l'eau salée dans le Saint-Laurent. Fait que, on partait de loin, mais c'était des adolescents qui s'étaient inscrits. Là, ils n'étaient pas forcés pour être là, ils avaient envie d'être là puis de découvrir. Fait que c'était un peu cet aspect-là de tout est nouveau, puis c'est des ados qui veulent. On a passé 2 jours ensemble, puis la 3e journée, le matin, c'était notre expédition en kayak avec le partenariat qu'on avait avec Mer et Monde. On avait une guide qui était là, on part en kayak. Encore là, ils n'avaient jamais fait de kayak de leur vie. Puis là, on s'en va en kayak de mer sur le Saint-Laurent. Et là, je m'en vais avec eux. Mais c'est la sortie du matin. On se lève, 6h30, soleil, mais brume épaisse. Donc, j'essaie de les motiver. On s'en va en kayak. C'est pas grave, s'il y a de la brume. On peut quand même voir des choses intéressantes ou entendre des choses. Ben oui. Puis vous avez jamais fait de kayak. Fait que, encore là, déjà, on va être sur le fleuve. Ça va être malade. On a des guides. Ils vont nous expliquer des choses, etc. On arrive, puis on se prépare, les consignes de sécurité. La brume ne se lève pas pantoute, mais on regarde le fleuve et c'est mer d'huile. Ouais. Miroir. C'est dans les journées les plus calmes que j'ai vues avec la brume. Fait que je me dis, hey, yes! Première fois qu'ils sont en kayak, mer d'huile. OK, c'est pas grave la brume, trop malade, on embarque. On commence à pagayer, tout va bien. Et là, je me dis, bon, faut tendre l'oreille, gang, parce que là, on voit rien. Il est tôt le matin. On n'a aucune idée s'il y a eu des baleines là ou là, dépendant des croisières qui étaient allées sur l'eau le matin. Fait qu'on est VIP, là. Ce qui arrive, c'est nous autres qui le voient en premier ou qui le ressentent. Puis, comme de fait, on entend un petit rorqual. Un peu partout, comme ça. Mais on ne sait pas il est où. Fait qu'on arrête de pagayer, on écoute. Ah, c'est cool, il y a un petit rorqual. Eux autres sont furtifs. Là, je parle un peu du petit rorqual. Ils sont super contents. Déjà, on a une expérience sensorielle autre qu'à la vue. Puis le temps passe, on continue à pagayer. On entend un autre petit rorqual. Puis là, à un moment donné, on entend un souffle un peu plus loin, beaucoup plus profond. Puis plus lent, là, plus puissant, plus tout que le petit rorqual. Puis, je disais, ça, c'est pas un petit rorqual, le souffle, il est différent. On attend. Un autre souffle. Puis là, moi, je me mets à calculer dans ma tête, j'ai un peu. Là, j'essaie dans le temps, en 2024, de me rappeler c'est quelles les baleines qui ont été vues dans les derniers jours. C'était Siam, Cocotte et Gaspard. Des baleines à bosse. Qui sont des baleines à bosse, oui, des rorquals à bosse. Puis,
Là, je me dis, c'est peut-être une des 3. Ils ont été vus hier. Puis on savait que cette année-là, Cocotte et Gaspard se tenaient beaucoup ensemble. On entend souffler 2 fois. Puis là, je me dis, OK, gang. Là, les 2 souffles étaient vraiment proches l'un de l'autre. Fait que je me dis, ça peut pas être la même baleine, là, 2 fois trop rapprochées comme ça. Je me dis, hey, gang, on revoit rien, là, mais d'après moi, selon mon oreille, on aurait 2 baleines à bosse dans le coin. Fait qu'on arrête de pagayer, on a l'expérience sensorielle, puis c'est encore mer d'huile, c'est trop malade. Déjà, je vois des jeunes qui avaient jamais fait de kayak, qui entendent des baleines, mais qui les voient pas, les larmes aux yeux. Et puis là, peut-être vous étiez sur l'eau à ce moment-là, ce matin-là, on entend... Oh. Et ça se met à breacher de malade. Breacher, ça veut dire sauter. Sauter, oui, merci, Julie. Les baleines se mettent à sauter. Et là, on était mer d'huile. Les seules vagues qui viennent à nous, c'était les vagues de la baleine qui venait de sauter. Là, oh mon Dieu, j'ai dit, là, gang. Fait qu'on était capable d'anticiper à peu près elles étaient où. On a arrêté de pagayer, on était à une distance sécuritaire, mais on se sont mis à sauter. Je pense qu'ils ont sauté 15 fois. Wow. Trop malade. On a entendu aussi, tous les breaches. Tous les breaches. Puis on s'était mis à les compter. OK, 1, 2, 3. Est-ce que c'était 15, les 2 ensemble? Là, après ça, on ne sait pas. Là. Mais je sais qu'on entendait aussi les zodiacs là, qui arrivaient. Avec les gens qui faisaient « Wouah! » Fait que là, on savait pas où étaient les bateaux. On savait pas où étaient les baleines. Là, t'avais un petit rorcal de l'autre bord qu'on n'osait même plus regarder à savoir il était où. Puis là, les jeunes qui avaient les larmes aux yeux, les pagaies dans les airs, là, qu'on écoutait ça. Puis je pense qu'ils se sont mis à faire du trumpeting. Ouais. Donc, le trumpeting, c'est quand il y a une baleine qui va créer des sons avec son évent. Donc, l'air qui sort de l'évent, pas juste pour respirer, mais ça va faire des espèces de sons de type Godzilla. Fait qu'on a tout ça. Puis à un moment donné, là, dans les derniers breaches, on a vu une ombre à travers la brume, se dessiner, puis boum, là, la baleine a plongé, on a vu la queue, mais tout dans la brume, c'était hyper intime comme moment. Puis moi aussi, je braillais, j'étais j'en reviens pas que vous vivez ça. Tu sais, ils n'ont jamais fait de kayak, mer d'huile, sentir les vagues puis la puissance des baleines sans les voir. Ouais, c'est fou. C'est dans mes meilleurs souvenirs. Ouais. Fait que, mais j'aime bien que tu utilises le mot intime parce que je trouve que le brouillard, c'est ça que ça crée. ouais. Parce que comme tu es privé de notre sens principal, quand même, les humains étant la vue, tu es obligé de te concentrer sur un sens sur lequel tu as moins l'habitude et ça crée une espèce de proximité, d'intimité avec la situation que quand tu vois avec tes yeux, c'est pas la même chose. C'était vraiment ça, tu sais, tout dans le mystère de la brume, savoir qu'elles étaient là puis qu'on partageait un moment avec les baleines. On partageait, oui, un petit moment de groupe trop merveilleux de sentir ces forces-là qui étaient proches de nous, mais on savait même pas qu'ils étaient où. On est parti en kayak le matin. Moi, je pensais rien voir. Puis finalement, on a eu dans les meilleures expériences de baleines que j'ai jamais eues de ma vie, puis je les ai même pas vues, tu sais. Non, c'est ça. C'est fou. Ouais, c'est incroyable. Une dernière question pour toi. Si tu avais un mot pour décrire le fleuve, ce serait quoi? Ça, j'y ai pensé, hein, parce que ayant écouté votre podcast, mais j'ai choisi présent. C'est autant vivre dans le présent que c'est un cadeau. Il n'y a pas d'autre manière d'avoir une expérience sur le fleuve que de vivre là, maintenant. C'est trop un effet de surprise, puis peu importe ce qui arrive, c'est toujours un cadeau. On vit avec le fleuve présentement, tout le temps. C'est un cours d'eau qui est tellement haut, tellement grand, qui traverse notre province au complet, qui connecte des histoires du présent à autant historiquement que je sais que dans le futur aussi. Mais c'est un grand cadeau, le fleuve. Fait que j'y ai pensé à cela, si je vais dire présent. C'est fort. C'est un très beau mot pour décrire le fleuve Saint-Laurent. Merci, Merci à Fabienne. vous de m'avoir écouté. Bonjour Julie, alors moi c'est Bruno Forêt, je suis tadoussassien d'adoption depuis maintenant un peu plus de 7 ans. Je me suis installé ici comme guide de kayak à l'origine, fait que j'ai navigué pendant 3 étés en kayak sur le fleuve, sur le fjord, au pays des Belugas, puis éventuellement j'en suis venu à faire toutes sortes de choses dans le village, notamment le carnaval, tout ça, fait que je suis assez impliqué dans la communauté, mais initialement c'est le kayak qui m'a attiré à Tadoussac. Qu'est-ce que tu viens nous raconter aujourd'hui, Bruno?
puisqu'on parle du fleuve, ben voilà, moi, j'ai eu quelques petites aventures sur le fleuve à cette époque où j'y étais à tous les jours en kayak. Puis notamment, j'avais eu un jour le désir d'aller plus loin que ce que mes petits forfaits quotidiens me faisaient faire avec mes clients. Puis j'avais commencé à aller de plus en plus vers le large. J'étais allé explorer le phare du Haut-Fond-Prince, qu'on appelle la toupie communément, là, qui est iconique de Tadoussac. C'est presque un symbole. Là, si on doit se faire tatouer quelque chose de Tadoussac, c'est soit une baleine ou soit le phare du Haut-Fond-Prince. C'est vrai. Puis j'avais eu le désir d'aller explorer cette espèce de ruine au milieu de... ça semble être au milieu du fleuve. En vérité, c'est à peu près au quart de la distance vers l'autre rive. Mais donc, ça me semblait un peu comme une île au trésor ou un fort abandonné. Là. Fait que, c'est vraiment une exploration qui avait été fascinante, puis qui m'avait permis, après ça, parce que je m'y étais intéressé, mais ça m'avait permis d'en témoigner pour mes clients, premièrement en kayak, mais aussi d'investiguer un peu sur une fameuse tempête qui a fait la légende locale là, en 1966. Voilà, donc on se reporte, là, on est en 1966. Le phare a été inauguré depuis 3 ans à peine. Fait que c'est quand même c'est pas un phare qui date de la Nouvelle-France. Là. Puis on le voit dans l'architecture, c'est quelque chose d'assez moderne. En béton. Il est posé sur le récif du Haut-Fond-Prince. Donc, il y avait une historique parce qu'auparavant, avant qu'ils construisent ce phare sur pilier, il y avait des bateaux-phares qui s'ancraient là. C'était un bateau qui était à l'ancre sur le récif du Haut-Fond-Prince puis qui permettait quand même d'indiquer, de faire le rôle du phare. Mais bon, c'était moins compliqué de travailler comme ça que d'avoir un... Parce que d'ailleurs, on peut préciser qu'il y a donc une remontée des fonds marins à cet endroit-là qui Exactement. rend la navigation pour les gros bateaux dangereuse, notamment à marée basse, parce que donc on se retrouve avec très peu de profondeur à cet endroit-là. Exactement. C'est pour ça qu'il y a un phare qui a été mis... Et donc des bateaux phares que je ne savais pas qu'il y avait des bateaux phares existait, avant qu'il y ait un phare. Ouais. Ah ouais. Et puis voilà, on pourrait même cette remontée, on peut dire c'est la raison d'être de tout le secteur. Là, bon. Mais des biologistes marins vous en parleront davantage que moi. Mais donc voilà, le phare existait depuis 3 ans à peine. Puis comme il le fallait à l'époque, ben, c'était pas automatisé. Là. Il y avait des gardiens à l'intérieur. Mais ce qu'il y avait de particulier, c'est que quand tu es gardien d'un phare sur la côte, il y a quand même moyen d'avoir accès généralement, à moins que tu sois vraiment sur une petite île. Mais même sur une île, il y a un petit pâturage. Tu peux avoir quelque chose. Mais là, tu es vraiment... dans le phare, puis tu peux pas en sortir. J'ai pas la connaissance, puis j'ai pas trouvé d'écrit là, sur comment c'était organisé, combien de temps il restait. Est-ce que c'était 1 semaine, 1 mois? C'était quoi les shifts? Ouais. Mais bref, à ce moment-là, on se retrouve... Ça fait 3 ans que le phare existe, et c'est le matin de Noël, donc le 25 décembre 1966. Le phare, quand même, c'est impressionnant pour les gens de la région. Là. Le phare mesure 25 mètres de hauteur. Il est très moderne, il est emblématique, tout ça. Et à ce moment-là, ce matin de Noël, ils sont 3 gardiens de phare réunis. Ces 3 hommes-là, c'est Ivanoé Gagnon, qui se trouve... Lui, c'était l'ancien cuisinier de l'hôtel Tadoussac, donc c'est un cuisinier de métier. Puis bon, comme on fait souvent dans la région, on a plusieurs métiers. Il y a Claude Fraser, puis il y a Roger Lagacé. Ils sont réunis, puis ils préparent effectivement, malgré l'ambiance austère du phare, il y a Ivanoé Gagnon qui prépare le réveillon de Noël. Fait qu'ils se disent quand même, les 3 hommes ensemble, pendant que les familles sont à terre, ils vont réveillonner. Et une tempête se lève sur le Saint-Laurent, ce qui est, on le sait, c'est normal, là. C'est quelque chose qui arrive fréquemment. Mais très vite, les 3 hommes qui sont pourtant aguerris à la mer se rendent compte que cette tempête, elle est d'autre nature. C'est quelque chose qu'ils n'ont probablement jamais vu, puis du moins que le phare du Haut-Fond-Prince, qui est tout récent, n'a jamais éprouvé. Il a été construit, évidemment, en connaissance de cause, en sachant qu'il y aurait à faire face à des conditions météorologiques parfois difficiles. Mais là, dans ce cas-là, là, on voit se lever des vagues de 10 mètres, de 12 mètres. Ça va culminer jusqu'à des vagues de 14 mètres au plus fort de la tempête. Et très vite, les 3 hommes vont parler dans les commentaires qu'ils vont en faire. On va entendre parler d'une vibration. C'est comme une vibration constante dans la structure du phare, là, qui est un grondement, comme si toute la structure était sous tension. Puis le phare se met à vibrer, les vagues frappent de plus en plus fort. Et très tôt le matin, il y a une porte d'acier là, qui est à la base du phare qui permet aux gens de monter à partir d'un navire. Cette porte qui est pourtant presque, on peut parler d'une porte de tank, là. Elle est arrachée de ses gonds par la tempête qui rentre. Puis l'eau rentre avec un effet de tourbillon en bas par les vagues, mais ça rentre comme un tourbillon par l'escalier de secours, puis ça s'infiltre, puis à chaque vague, ça monte sur les planchers. Puis petit à petit, la tempête va rentrer de plus en plus fort, et au fil de la journée, toute la journée de Noël, les hommes la passent, ils sont complètement impuissants, ils communiquent par la radio, puis
Personne ne peut venir les chercher, Personne ne peut évidemment. venir les chercher, c'est tout à fait impossible, ni par bateau, ni par hélicoptère. Puis ils témoignent au fil de la journée, éventuellement, toutes les fenêtres du phare sont brisées. C'est sûr. Puis eux vont lancer des appels aux gardiens du phare de Pointe-Noire, qui est la communication la plus proche. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est un village de navigateurs, de constructeurs de goélettes, de toutes sortes de gens qui ont affaire à la mer. Fait que beaucoup de gens à Tadoussac ou dans les villages avoisinants ont une radio maritime dans leur garage, etc. Puis là, le mot va se passer parce qu'on voit la tempête au large, puis on connaît les gars qui sont à bord, disons, du phare. Fait que les gens vont avoir accès aux communications d'urgence, tu sais. Là, on entend les messages les plus désespérés qui vont être les derniers avant que les systèmes de communication soient rompus. C'est un des gardiens qui dit le phare va s'effondrer. C'est terminé. C'est leur conviction à ce moment-là, qu'il n'y a aucune chance. Ils n'y croient plus. Ils voient que les étages sont balayés par l'eau, les fenêtres éclatent. Éventuellement, je le rappelle, le phare mesure 25 mètres de hauteur. Ouais. Ça, c'est en haut. Au plus haut, oui, c'est ça. Puis les vagues vont éteindre la lumière du phare. C'est pour dire... c'est symboliquement, là, c'est la fin. Puis avec cette vibration, puis tu sais... Et puis, éventuellement, à terre, bien évidemment, c'est le réveillon de Noël. Les familles sont réunies. Ces hommes-là ont des familles qui écoutent un entourage. On entend ces communications d'urgence. On entend aussi la fin des communications. Puis, on peut regarder vers le large, mais avec la tempête, c'est même impossible de voir le phare du Haut-Fond-Prince à ce moment-là. Et ça va durer plus d'une trentaine d'heures avant qu'il soit même possible de tenter quelque chose. Et finalement, des secours, quand la tempête va se calmer, des secours vont être envoyés par hélicoptère. L'hélicoptère va se poser sur la plateforme et on va rentrer, là, puis on va trouver les trois hommes serrés comme des sardines dans un espèce de placard là, où ils étaient à l'abri un peu plus des vagues qui rentraient. Puis ils sont frigorifiés. Les systèmes de chauffage, évidemment, sont terminés, tout ça. Mais les trois hommes ont survécu, puis malgré le traumatisme, ils vont être évacués puis survivre à cette terrible tempête. Mais bien vite, dans les années qui suivent, le phare va finir par être automatisé parce que c'est l'époque de toute façon. Mais on pourrait dire que le Noël de 1966 aura été le Noël de la peur pour les gardiens du phare du Haut-Fond-Prince. Quelle histoire incroyable. Ben oui, vraiment. C'est impressionnant. Si tu avais un mot pour décrire le fleuve Saint-Laurent, ce serait quoi? Un mot pour décrire le fleuve Saint-Laurent. Le mot fleuve, je trouve qu'il est tellement chargé en soi. C'est comme... on dirait que tous les adjectifs sont vains pour parler de ça. Ça peut être ça. C'est une merveille. Voilà, merveille. Merci beaucoup, Bruno. Ben, merci à vous. Ouais, merci. Bonjour, je m'appelle Marie-Lou. Salut, Marie-Lou. Mais encore, qu'est-ce que tu fais, Marie-Lou, dans la vie? Moi, je suis chef de chœur. Oh! Et j'enseigne le chant l'hiver, ici dans la région. Une femme de chœur de région. Et depuis combien de temps tu vis dans le coin ici? Je pense que ça fait 7 ans à l'année. Puis ça fait depuis longtemps que je viens faire des saisons, travailler l'été. OK. Et donc, qu'est-ce que tu es venu nous raconter? Bien, je suis venue vous raconter, à un moment donné, c'était ma fête. Puis je suis allée sur le fleuve. C'était un des plus beaux moments de ma vie, en fait. Par hasard, j'étais au Kiboakwa. Le Kiboakwa, c'est le chaleureux café culturel des Escoumins. Arrêtez-vous prendre un café si vous passez dans le coin. Puis là, il y avait toute la gang des guides de kayak de Mer et Monde. Puis ils se sont dit, on va faire une sortie de nuit, juste les guides ensemble à soir. Puis on a 2 places. Ou 3. Puis moi, j'étais comme, moi. Fait que là, ils ont dit, OK. Fait que là, on s'en va en pleine nuit. Puis là, on se met en kayak. On était 2 par 2. Puis là, on n'est pas allé bien loin. On est juste allé barboter un peu dans la baie. Mais il y avait de la bioluminescence de ouf. Ah. Ça, c'était intense. Ça. Il y en avait. Tu sais, je veux dire, c'est pas juste le petit sable là, qui illumine un petit peu. Là. C'était incroyable. Là, les coups de pagaie, on les voyait tournoyer. Puis on dirait que chaque oursin qu'il y avait dans le fond du fleuve, qui était pas très creux, mais on dirait qu'il illuminait comme des grosses boules de feu vert. Tu sais. Comme si tout ça s'était déposé sur leur
corps. Sur leurs épines. Sur leurs épines. Fait que là, ça brillait partout, puis on dirait qu'il y avait des petits tisons aussi qui flottaient dans l'eau. Fait que j'en avais jamais vu à ce point-là. Wow. Puis après ça, il y avait une superbe nuit étoilée. Il y avait une petite lune en croissance. Là, je veux dire, tout est beau ici, ça n'a pas de bon sens. Puis là, après ça, il y avait une des guides de kayak qui avait un hydrophone. Elle plonge dans l'eau. On entend une baleine. J'étais comme quoi? Wow. Puis là, on l'entendait souffler au loin. On l'a pas vu, on l'entendait. Puis j'étais juste, oh my God, oh my God, oh my God. Puis je veux dire, tout était réuni ce soir-là. Tout. C'est fou, hein? Incroyable. Comme le planétarium. Puis- Tu regardais les étoiles avec genre. Puis Oui. les étoiles, il y avait des étoiles en dessous de toi aussi. Il y a en dessous, en haut. À un moment donné, il y a eu un arc-en-ciel, une licorne. Tout était là. Tout à la fois. Tout en Tout même ça temps. pour ta fête en plus. Ben, c'est ça. Plus beau cadeau de fête du monde. Fait que je suis repartie chez nous. Puis j'ai pleuré. Ben oui, J'ai c'est sûr. vraiment pleuré parce que je trouvais ça trop beau. Puis j'étais comme à quel point là, cette planète Cette peut être planète est magnifique. belle, c'est Ouais. vrai. Ah, puis ce fleuve, tu sais, ce fleuve est tellement riche. Là. Mais oui, le fleuve, il est tout le temps là, il est tout le temps beau, il est tout le temps... Ouais, c'est impressionnant. Aux Escoumins, il est souvent très, très beau. Je sais pas si vous avez remarqué. Très beau, l'esprit. Je sais pas pourquoi. Si tu devais choisir un mot pour décrire le fleuve Saint-Laurent, ce serait quoi? Repos. Repos. Intéressant. Car j'adore reposer mes yeux sur le fleuve. Ouais. On dirait que ça marche. C'est reposant. C'est comme mettre quelque chose sur une tablette, sauf que tu mets tes yeux sur le fleuve. Poc. Ouais. Merci, Marie-Lou. Merci Marie-Lou. Merci à vous Ça va autres. être une belle histoire. Merci Oui. pour le podcast. J'adore vous écouter d'ailleurs. Oh, merci. Je m'appelle Dany Chartrand, mais on m'appelle aussi Madame Chose parce que c'est mon nom de raconteuse d'histoire. Ce que je fais dans la vie. OK. Et ça fait combien de temps que tu vis sur la Côte-Nord? Que je vis à temps plein sur la Côte-Nord, ça fait 3 ans seulement. Oui. OK. Ouais. Je viens de Montréal, mais avant de vivre ici à temps plein, en fait, pendant 10 ans, j'ai passé tous mes étés ici parce que j'y avais une bibliothèque de plage, Ouais, de c'est ça. sentiers de poésie, puis plein d'autres projets, en fait, de médiation littéraire, en plus de faire du conte. Mais avant ça, dans le fond, ça fait 40 ans que je viens ici. J'ai été bénévole à l'auberge. Et puis c'est ça, je suis toujours revenue depuis en 40 ans, l'été, l'hiver. Puis c'est ça, à un moment donné, j'ai fait le projet de Biblioplage. Et bon, finalement, là, je me suis acheté une maison, puis je reste dans le coin. Je suis venue vous raconter, en fait, j'en ai plein d'anecdotes autour du fleuve. Plein. Hein? C'est ça, ça fait 40 ans que je viens. Mais je suis venue naturellement vous raconter celle qui probablement... est la plus marquante pour moi, celle qui aujourd'hui fait partie de ma mythologie personnelle, qui va être probablement transmise parce que je l'ai racontée à mon fils, qui va probablement le raconter à ses enfants, etc., etc. Ça s'est passé il y a longtemps, il y a 40 ans à peu près, justement. C'est parmi les premiers étés que je venais passer à Tadoussac. Et j'avais un chum à l'époque qui avait un beau, grand bateau de bois. Une vieille gaspésienne, ça, c'est un vieux bateau de pêche. Et puis, on vivait sur le bateau. Il était ancré à la marina. Et puis, ben, on vivait, on dormait là, on mangeait dessus. C'était vraiment la vie de bateau totale. Et puis, tous les jours, on allait soit sur la rivière Saguenay ou au large. Et puis, ce jour-là, on est allé au large. Et puis, rendu au large, bien là, ça fait très longtemps, hein, ce souvenir-là. Fait que j'ai l'impression, vous me direz si je dis une bêtise, là, mais il me semble qu'on mettait l'ancre à l'eau, même s'il n'y avait pas de fond au large, comme pour que le bateau se stabilise. Et puis, parce qu'il y avait un moteur, on fermait le moteur, on mettait l'ancre, il me semble. Et puis là, on se laissait flotter, bercer par le fleuve, comme ça. Bon, c'était beau, vous pouvez vous imaginer, au milieu du fleuve et tout ça. Et des baleines, j'en ai vu et revu, des phoques, des ci, des ça. Mais ce jour-là, c'était à l'époque où il y avait un bateau, je crois, qui allait aux baleines. Hein? Il n'y avait pas de... C'est vraiment, là, on est dans un autre monde. Et puis donc, je ne sais pas s'il y avait plus de baleines à l'époque qu'aujourd'hui, mais en tout cas, il y en avait des baleines. On en voyait. On était donc sur le pont, il faisait beau, et à un moment donné, on a vu le souffle d'une baleine au loin, mais qui s'approchait. Elle s'en venait vraiment vers nous, là.
Et on avait vraiment l'impression qu'elle s'en venait nous voir. Et puis là, ben, elle a tourné autour du bateau, elle a plongé sous le bateau, elle sortait d'un bord, sortait de l'autre. C'était vraiment complètement fou. Je courais d'un bord à l'autre du pont pour voir, pour rien manquer. Et puis là, je vous jure, croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. À un moment donné, elle est sortie, mais là, en plus, elle était vraiment tout près de la coque. Et elle s'est comme arrêtée dans son élan, une fois qu'elle a eu la tête sortie. Et elle s'est comme tournée un peu sur le côté comme ça. Et elle nous regardait. Wow. Avec son gros œil comme ça qui clignait. Et puis un œil de baleine, c'est pas un œil de poisson. Hein? Ouais. C'est plein de vie. Puis on était observés, là, c'est clair. Et puis je sais pas combien de temps ça a duré. Je sais pas, peut-être 10 secondes, je sais pas. Et puis elle est replongée, elle est partie. Mais ça, c'est devenu... c'est devenu quelque chose qui a fait partie de ma mythologie. Puis comme moi, j'écris des histoires, j'en raconte et tout ça, cette scène-là, elle s'est retrouvée dans plein de mes histoires. Des histoires pour enfants, pour adultes, elle s'est retrouvée dans aussi des nouvelles que j'écris. Elle s'est retrouvée partout. Puis à un moment donné, ben, le temps a passé, puis je me suis demandé à un moment donné, coup de don, j'ai-tu rêvé ça? Parce que je voyais ça nulle part. Puis je me suis demandé, tu sais, me suis-tu imaginé ça? Puis à un moment donné, je l'ai lu. Oui. Je l'ai lu dans un livre. Quelqu'un qui témoignait qu'il lui était arrivé la même chose. J'ai dit, ah, fiou, c'est vrai, c'est vrai. Puis je l'ai vu en plus dans le film Seul au monde avec Tom Hanks. Il y a un moment donné, il se pousse avec son radeau. Puis à un moment donné, il y a une baleine qui fait exactement ce que j'ai vu, avec la baleine qui sort comme ça, puis qui le regarde avec son œil. Donc, c'est ça. C'est ça. C'est mon histoire. Quand tu as eu ce contact d'œil à œil avec cette baleine, est-ce que tu te souviens comment tu t'es sentie? Qu'est-ce que tu as ressenti? J'ai ressenti un échange. C'était, j'oserais dire même presque un moment spirituel. C'est un peu poussé, là, mais ouais, c'est comme ça que je l'ai senti. Puis d'ailleurs, quand j'écris les histoires, c'est toujours la baleine est toujours un peu le personnage un peu métaphysique de mes histoires. Écoute, ce que j'ai ressenti, je vais y perdre connaissance. Rien de moins. Tellement que c'est... Non, j'exagère, là, mais c'était plein d'émotions. C'était un moment de... C'était un cadeau, en fait. Ouais. J'avais l'impression de recevoir un cadeau incroyable. Là, ouais. Il y a des moments comme ça qui... On ne sait pas comment réagir, comment... C'est comme si on perdait toute notion de quoi faire, quoi dire, comment se rappeler des choses. C'est tellement intense. Des fois, il y a des moments tellement intenses comme ça que c'est comme trop intense. Le cerveau, il n'est pas capable de capter là, tout à fait l'intensité du moment. Puis c'est là que des moments comme... Est-ce que ça m'est-tu? Ouais, ça m'est-tu vraiment arrivé? Ce que je me souviens aussi, c'était... en fait, c'était un de ces moments dans la vie où tu es toute là. Tu sais, tu es complètement connecté. Dans le moment présent. Oui, c'est ça. Ce qui fait que ça fait une espèce de moment éternel, en fait. Ouais. Tu sais, c'est comme le temps... Il y a quelque chose dans le temps qui est arrêté, là. Donc, ouais, une présence, là, j'étais vraiment présente comme jamais, là. Ouais. Et la baleine aussi. Ouais. Wow. Peut-être que Lucienne en parle de ce moment-là. Oui, peut-être qu'elle raconte ça. En tout cas, moi, je raconte cette histoire-là. Je suis allée à Tadoussac, j'ai rencontré Madame Chose. Elle me regardait avec son œil. Une dernière question pour toi. Si tu avais un mot pour décrire le fleuve Saint-Laurent, ce serait quoi? Un mot? Un mot. Paradis. Paradis. C'est très beau. Ouais. Je partage ce mot. Oui, moi aussi. En fait, je l'appelle le paradis bleu, mais comme c'est un mot, disons paradis. Parfait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Moi, c'est Patrick Weldon et puis j'habite à Tadoussac depuis 4 ans maintenant.
Puis je suis venu aujourd'hui vous parler de plein de choses, mais du Réseau québécois d'urgence pour les mammifères marins, où j'ai travaillé pendant presque 4 ans. Fait que j'ai plein d'histoires par rapport au fleuve, puis pas juste la région ici de Tadoussac, mais vraiment de Montréal jusqu'aux îles de la Madeleine, même jusqu'à Ottawa. Fait que, en parlant de mammifères marins, on pense qu'il y en a dans l'océan, mais on oublie des fois qu'au Québec, on en a très proche, puis des fois qui remontent jusqu'à Montréal et même au-delà. Ottawa? Ottawa, oui. On a déjà eu essentiellement le réseau d'urgence, dans le fond, est basé à Tadoussac et à Rimouski. Et puis l'idée, c'est de recueillir tous les appels sur des situations, des incidents, des problématiques en lien avec des mammifères marins. Fait que soit s'ils sont morts, blessés à des endroits non opportuns, comme à Montréal, ou même à Ottawa. Et puis essentiellement, il y a des équipes qui se mobilisent pour répondre à ces incidents-là. Fait que c'est comme un très grand projet de société où la mobilisation de tout le monde, essentiellement, est importante et intéressante. C'est comme le 911, essentiellement. Ouais. Et puis là, on est capable d'identifier l'animal. Et puis, selon quel animal, puis selon l'état de la situation, bien, ça fait en sorte qu'il y a différentes choses qu'on peut faire sur le terrain. Donc, si vous trouvez une baleine morte, bien, vous appelez, on regarde les photos, on détermine l'espèce, on détermine qu'est-ce qu'on va faire. Et puis ça, bien, c'est selon plusieurs facteurs différents, selon le statut de l'espèce, si c'est une espèce qui est en péril, si c'est une espèce qui est plus abondante, si on a un intérêt particulier pour cette espèce-là. Et puis, dans la grande majorité des cas, on va aller récupérer la baleine pour faire une nécropsie. Donc, une nécropsie, c'est comme une autopsie, mais sur des animaux, pour déterminer les causes de mortalité. Et puis, quand on ouvre des carcasses, on trouve toutes sortes de choses fascinantes. Tous ces témoignages-là citoyens, ça aide à alimenter la science. Puis le réseau est aux premières lignes, aux premières loges pour ça. Et puis, il y a toutes sortes de situations, là. Puis j'en ai vu beaucoup. À toutes les fois qu'on pense qu'on a tout vu, il y a tout le temps quelque chose de nouveau, comme un phoque qui remonte jusqu'à Ottawa, et puis qui déjoue les écluses, et puis qui se retrouve sur la plage à Oka, puis après ça, se ramasse devant le Parlement. Et puis, de voir des images d'un phoque commun devant le Parlement, c'est quand même impressionnant. Puis là, ça nous force à repenser un peu à il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 10 000 ans. Est-ce qu'il y avait ces animaux-là dans ce coin-là? Il n'y avait pas tous les obstacles qu'il y a aujourd'hui. Exactement. Puis, et puis, tu sais, puis c'est pour ça aussi que je suis venu aujourd'hui pour parler un peu, parce que ce qui m'a le plus marqué dans ce grand parcours-là au réseau, c'est vraiment notre relation aux animaux, qui est quand même très polarisante, on danse beaucoup avec un peu, on se ferme les yeux beaucoup pour beaucoup de choses par rapport aux animaux, mais en même temps, quand il y a un emblème, un symbole, une baleine, un phoque qui est en détresse en quelque part, bien, soudainement, il faut absolument le sauver, alors que on détruit énormément d'environnement, puis on a un impact quand même. Fait que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je suis anthropologue de formation, puis de voir ces réactions-là, humaine, animale, c'est quand même fascinant. Moi, j'aime les gros cas. T'sais, on a beaucoup de cas là, où il y a du dérangement de phoque, et puis c'est dommage, mais les gros cas là, qui te mobilisent pendant 4 jours où tu dors à peine, puis tu roules sur l'adrénaline, c'est vraiment excitant. Entre autres, il y a une couple d'années, il y a un rorqual à la bosse qui s'est échoué en Gaspésie. Et puis tu sais, suivre une carcasse de rorqual à la bosse, c'est quand même gros. Puis tu sais, quand elle arrive proche du bord, nous, on veut mettre la main dessus pour éventuellement l'ouvrir et puis essayer de comprendre pourquoi elle est morte, prendre des échantillons, mais on n'est pas nécessairement directement à côté. Fait que là, il faut envoyer des gens assez rapidement et se battre contre la marée pour essayer de sécuriser cette carcasse-là pour pas qu'elle reparte. Mais imaginez, vous savez, ça fait plusieurs tonnes, ça peut faire 16 tonnes un rorqual à la bosse, d'essayer de sécuriser ça avec la corde pour pas que ça reparte avec la marée. C'est quand même quelque chose, c'est impressionnant. Puis après ça, toute la mobilisation autour de ça pour être capable de prendre les couteaux puis l'ouvrir sur le bord de l'autoroute, sur le bord d'une route très passante en Gaspésie, les autorisations que ça prend, l'argent que ça prend, tout ce qui est derrière les scènes qu'on voit pas nécessairement. Des fois, il faut se battre un peu pour faire valoir le fait que c'est important de faire ces choses-là. Et puis même si on trouve rien, ben
au moins, on va avoir l'expertise que quand ça va être une baleine noire ou une espèce en péril, quelque chose qu'on veut vraiment, vraiment savoir pourquoi elle est morte, bien là, on va être capable d'être bien rodé pour pouvoir faire ça. Fait que ce genre de cas-là, c'est le fun parce que ça sollicite plein de monde. Ça demande aux citoyens d'être là, à des bénévoles, aux équipes, des fois aux policiers, aux pompiers pour bloquer les routes. Il y a des vétérinaires qui viennent, qui sont spécialistes, experts, qui descendent de Montréal, de Saint-Hyacinthe, de la faculté de médecine, et puis qui viennent avec toute une équipe. Et en tout cas, fait que c'est un travail fascinant. Puis un qui nous rappelle qu'il y a des animaux qui viennent de loin, qui sont anciens, qui voyagent. Ça nous rappelle un peu notre propre passage dans la vie, puis ça nous rappelle de faire attention à tout ce qu'il y a dans notre entourage. Puis l'écosystème marin est complexe et terrestre aussi, puis ça change vite, puis c'est fascinant. On arrive à un point où on voit qu'on a fait quand même beaucoup de dommages. Il est un peu trop tard. Puis après ça, on met tout pour essayer de préserver, de rattraper ça. Fait que c'est dommage en quelque sorte. Fait que si on peut essayer de s'éviter ça, c'est facile à dire, là, mais c'est quand même une bonne réflexion si on est capable de travailler en amont de ça. Puis il y a beaucoup de discours avec les phoques. Par exemple, en ce moment, c'est abondant, puis réouvrir la chasse aux phoques. Puis j'ai rien contre la chasse aux phoques, mais juste de réaliser que même si une ressource est abondante, ça ne veut pas dire qu'elle va toujours être là. Non, il faut quand même la traiter avec un grand respect si on veut pas... s'il faut encore voir ces animaux-là, puis le service qui nous rendent, parce qu'ils sont là depuis toujours. Là. Fait que... C'est ce qui s'est passé avec les belugas du Saint-Laurent, qui ont été chassés parce qu'on les pensait responsables de la diminution d'une ressource qui était la morue. Exact. Puis finalement, des années après, on se rend compte que non seulement ils n'étaient pas responsables, mais qu'en plus, les dommages qu'on a causés avec cette intervention humaine, en tout cas, ils sont peut-être pas irréversibles, mais en tout cas, ils sont difficiles à renverser aujourd'hui. Ouais. C'est fou de penser qu'il n'y a pas si longtemps, le gouvernement payait pour qu'on ramène des belugas à terre, et puis ils tiraient en avion. Puis maintenant, il y a des ressources, justement, pour aller les sauver les si on peut les désempêtrer ou si on peut les... Quand même, c'est impressionnant. Puis il y a beaucoup de discussions qu'on pourrait éviter, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour travailler dans ce sens-là. Puis c'est impressionnant quand même de voir tout le monde qui se mobilise pour ça. Si tu devais choisir un mot pour décrire le fleuve, ce serait quoi? C'est une bonne question. Nécropsie. Mort, non. Je pense que ça serait... c'est paisible quand même, parce que même dans une tempête, ça donne une paix intérieure. Puis en tout cas, moi, de descendre au fleuve, j'ai grandi à Ottawa, qui est essentiellement la continuation de la même rivière. Mais je pense le feeling quand même d'immensité, même si c'est pas large au niveau de Tadoussac, c'est quand même paisible. Et puis, je pense que la vie, la mort, le fait que tout bouge constamment, je pense que ça nous amène... en tout cas, moi, ça manque dans le paysage. Bonne question. Merci, Pat. Merci à vous autres. Cet épisode vous a été présenté par Tourisme Côte-Nord et du Fleuve. La prise de son et la conception sonore sont réalisées par Sophie Kertic et Éric Cyr des productions Cat Toast. Nous reconnaissons que cet épisode a été enregistré sur un territoire Innu non cédé.